Première cérémonie religieuse, premier enterrement en Ossétie du Nord. Une vingtaine de victimes ont été inhumées aujourd'hui. La Croix-Rouge lance un appel à une aide médicale d'urgence. Les hôpitaux de la région n'arrivent pas à faire face. 400 blessés sont toujours hospitalisés et nombreux sont dans un état grave. Toujours dans l'attente de la libération de Christian Chesneau et Georges Malbruno, réunion à l'Elysée à Matignon. Le gouvernement croit qu'une issue favorable est possible. À Bagdad, un imam salafiste lance une fatwa appelant les ravisseurs à libérer les journalistes. Aux États-Unis, le cyclone Frances fait des ravages. En Floride, près de 2 millions de foyers sans électricité, des pluies diluviennes, des vents à 170 km/h qui pourraient se renforcer dans les heures qui viennent. Zinedine Zidane fait la classe au Benjamin. Après avoir quitté l'équipe de France, il fait sa rentrée pour parrainer les talents en herbe. Et puis Matt Damon à Deauville, projection de son dernier film La mort dans la peau. L'acteur américain reprend son rôle d'espion amnésique, un visage d'ange et une personnalité plus complexe qu'il n'y paraît. Madame, Monsieur, bonsoir. Beslan, ville en deuil, commence à enterrer ses morts. On a vu les premiers cortèges funéraires traverser la cité alors que des hommes, près du cimetière, creusent des tombes sommaires à l'aide de bulldozers. Il faudra bien trouver une sépulture décente pour les innombrables victimes qui seront portées en terre dans les jours qui viennent. La colère et la douleur déchirent la vie de familles entières. Reportage de notre envoyée spéciale, Anne Pancinet. C'était cet après-midi le premier d'une très longue série de cortèges funéraires. Une vingtaine d'enterrements aujourd'hui et tant d'autres à venir. C'est au bulldozer, dans un champ adjacent au cimetière de Beslan, qu'on a dû préparer les tombes. De quelle mère êtes-vous née, crie cette femme à l'adresse des terroristes, que vous mourriez tous. C'est une jeune femme de 29 ans qu'on met ici en terre. Juste à côté, un nouveau cortège vient d'arriver. Une autre famille pleure 2 petites filles. Visages souriants sur les photos, les mêmes visages gris et froids pour une dernière fois sous les mains de leur mère. Dans ce pays de tradition orthodoxe, les cercueils restent ouverts jusqu'à l'enterrement. Que la terre soit légère sur toi, dit-on aux défunts. Nul ne sait encore combien d'enfants, combien d'adultes seront inhumés ici. Le bilan s'alourdit inexorablement chaque jour. 338 morts officiellement, mais 200 disparus. Certains n'auront peut-être jamais de tombe, où venir poser leurs mains. Et la liste des disparus ne fait que s'allonger, une liste incomplète qui circule de main en main. Comme lieu de recueillement, l'école qui a été nettoyée, désormais accessible aux familles, un pèlerinage indispensable. Reportage Anne Pancinet. C'est ainsi sans doute qu'ils arriveront à réaliser ce qui s'est passé, en cheminant dans les ruines de ce bâtiment jadis si familier. Se faire à l'idée que ça n'a pas été qu'un cauchemar. Le toit est effondré. C'est celui du gymnase où les otages étaient rassemblés, ou plutôt entassés. Il y a eu une explosion ici et une là, raconte cette grand-mère qui le tient à rescapé. Les explosifs avaient été placés sur les panneaux de basket. Il y en avait aussi tout autour du gymnase. Son petit-fils est porté disparu. La mère nous montre sa photo de classe. Dans sa classe, dit-elle, il n'y en a que 5 qui s'en sont sortis. Les autres sont peut-être tous. Elle ne termine pas sa phrase. La grand-mère cherche les chaussures du petit garçon en répétant que tout ça ne peut pas être l'œuvre d'êtres humains. Autour du gymnase, le reste de l'école porte la trace des lourds combats qui s'y sont déroulés. L'école numéro 1 est désormais une ruine de guerre. Tous les objets d'une vie scolaire normale sont là, mais renversés, souillés ou troués par les balles, comme les photos d'enfants sur les murs. Et personne ne s'y retrouve vraiment dans la plus grande improvisation et la plus grande confusion. Les blessés ont été pour les uns emmenés à Beslan ou plus loin, dans des hôpitaux de la région. D'autres ont été évacués vers Moscou. En Ossétie, la Croix-Rouge lance un appel à une aide médicale d'urgence. Amaury Guibert. Un regard, la vieille dame n'a pas trouvé. Dans la chaleur et la puanteur de cette morgue de fortune,
Des familles recherchent encore leurs proches 3 jours après le drame. Des corps si abîmés que l'on a du mal à les reconnaître. D'autres sont toujours dans le doute. Sur ce bureau improvisé, des photos d'enfants disparus. Cette grand-mère attend une réponse. En vain. 183 personnes sont portées disparues. On ne connaît rien de leur sort et où est-ce qu'elles se trouvent. Il y a beaucoup de gens qui sont sans nouvelles de leurs proches. Dans toute la ville, des mères interpellent les passants. Il y a plusieurs personnes qui l'ont vu dans l'école. Il était en train de courir pour s'enfuir. Cette petite fille aussi est recherchée par ses parents. Elle a été emmenée dans un hôpital à Moscou. Elle ne se souvient plus de son nom. Si quelqu'un là-bas la reconnaît, appelez ici, à Beslan. Situation révélatrice de la grande désorganisation des secours. Il y a bien des avions qui emmènent les blessés vers Moscou. Mais dans les hôpitaux de la capitale, il y a aussi des victimes dont on ignore si elles sont recherchées par des proches. Eux sont réunis et sains et saufs. Toute la famille Selakova s'est retrouvée prise en otage en accompagnant le petit Alan à l'école et tout le monde a survécu. Les rebelles nous disaient, en pointant les armes sur la tête des otages, si vous faites du bruit, on vous tue. Aujourd'hui, Alan, qui devait rentrer en CP, ne veut plus aller à l'école. Pendant ce temps, devant la morgue de Beslan, un flot ininterrompu. Ces cercueils que l'on compte par dizaines, la ville n'a pas fini d'enterrer ses morts. Et en direct de Beslan, Anne Ponsinet, quel est le sentiment qui domine à Beslan aujourd'hui, 48 heures après la fin de l'assaut? Lorsque les gens ne sont pas anéantis par la douleur, eh bien, ils sont en colère, pas au point de tenir meeting, ce n'était pas le jour aujourd'hui, mais ça revient dans la conversation, que la sécurité n'était pas assurée dans l'école, qu'on aurait dû faire plus attention au mois de juillet lorsqu'il y a eu des travaux à l'intérieur, au moment où vraisemblablement les terroristes ont déposé des armes et des explosifs, que les troupes d'assaut n'ont pas très bien fait leur travail, que peut-être elles ont lancé l'assaut alors qu'elles disent le contraire, et que globalement la politique du Kremlin est incapable de maintenir l'ordre dans cette région du Caucase qui ressemble de plus en plus à une poudrière. Les autorités annoncent l'arrestation de 3 suspects. Vous pouvez nous confirmer cette information? Oui, ce sont les autorités Osséties, le ministre de l'Intérieur de l'Ossétie du Nord, qui a annoncé avoir arrêté 3 personnes, dont une femme. Ces personnes auraient avoué, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas quel est le lien entre ces gens-là et le commando, dont par ailleurs les autorités nous disent qu'il était composé de 32 personnes, dont 2 qui se seraient enfuies. Merci Anne Ponsinet. À Moscou maintenant, ce dimanche, les victimes de Beslan étaient dans toutes les prières. Des messes funèbres ont été célébrées dans les églises orthodoxes ou à la sortie des mosquées, 2 communautés russes et tchétchènes qui ressentent et commentent la tragédie. Karine Komadi. Un dimanche de prière fervente, douloureuse. Derrière son patriarche Alexis II, le peuple orthodoxe pleure ses enfants. Et le deuil va durer jusqu'à mardi. À la sortie de la petite église, cette vieille dame fond en larmes. Ce sont des enfants. Toutes les grand-mères peuvent comprendre. Ça fait très mal. Souvenons-nous, peut-on lire sur ce ruban. S'il est uni dans la prière, le peuple russe ne l'est pas dans la lecture politique du drame. Ce père de famille dénonce clairement les Tchétchènes. Ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils ont réussi à exporter ce sentiment de peur jusqu'ici. Mais on ne doit pas capituler. C'est terrible, mais je comprends très bien ceux qui ont commis cela, parce que c'est nous qui sommes venus chez eux en Tchétchénie. Nous avons tué leurs enfants, leurs parents, ils n'avaient pas d'autre choix. Cette mosquée au centre de Moscou est fréquentée par des Caucasiens et notamment des Tchétchènes. Difficile pour eux de s'exprimer devant une caméra. Tous craignent des représailles. Pourtant, ils se démarquent de la rébellion tchétchène et de son chef, le séparatiste Shamil Bassayev. Shamil Bassayev, au nom d'Allah le Tout-Puissant, si tu veux la guerre, fais-la contre des hommes, pas contre des enfants. Combat comme un homme, pas comme un animal. Quant à toi, Vladimir Poutine, tu parles bien, mais je ne vois aucun résultat. Ce jeune Tchétchène ne veut pas être reconnu. Il nous dit que les Russes ont abattu ses grands-parents sous les yeux de sa famille. Nous n'accusons pas tout le peuple russe. Nous ne désignons que certains responsables. Alors vous aussi, ne faites pas d'amalgame.
L'imam vient apaiser les esprits. Il sait déjà qu'entre orthodoxes et musulmans, il faudra travailler pour la paix entre les communautés. Et puis la télévision russe diffuse depuis aujourd'hui ce clip de 30 secondes. Il est présent sur les principales chaînes, un montage d'images qui raconte la tragédie, avec ce message, un appel à la solidarité, un rassemblement mardi prochain à 17 h pour manifester le soutien aux victimes de la prise d'otage de Beslan. Je vous rappelle que demain et après-demain sont jour de deuil national en Russie. Et puis en Italie, dans la petite ville de Lorette, le pape Jean-Paul II a prié pour les victimes de Beslan, pour la mort d'enfants innocents et pour les familles durement éprouvées, une messe géante en plein air. Hier déjà, le Saint-Père avait qualifié de vile et impitoyable la prise d'otages. Jean-Paul II qui a effectué là son premier déplacement depuis sa venue en France le 15 août dernier. Toujours l'attente et l'espoir d'une libération prochaine pour nos confrères Christian Chesneau et Georges Malbruno. Peu ou pas d'informations tangibles aujourd'hui. On retiendra la déclaration de la compagne de Georges Malbruno qui a affirmé ce soir que le principe de leur libération était acquis, mais qu'elle butait sur le contexte de guérilla sur le terrain. Le fait que cela mitraille de tous les côtés, c'est dangereux, a-t-elle ajouté, se basant sur les explications qu'on lui a fournies. Ce dimanche, du côté du gouvernement, pour faire le point, 2 réunions, l'une à l'Elysée, l'autre à Matignon. Pauline Revenaz. De retour d'Amman, le ministre des Affaires étrangères s'est rendu ce matin à l'Elysée rendre compte de sa mission au président de la République. 1 heure d'entretien et à la sortie, Michel Barnier s'est montré confiant sur le sort de Christian Chesneau et Georges Malbruno. Au moment où je vous parle, nous avons des raisons sérieuses de croire qu'ils sont tous les deux en bonne santé et qu'une issue favorable est possible. Deuxième réunion, cette fois-ci à Matignon. Dans l'après-midi, Jean-Pierre Raffarin a réuni 5 ministres. Les mêmes mots reviennent. Selon Jean-François Copé, le gouvernement continue à travailler avec confiance, mais aussi avec beaucoup de prudence. Ces derniers jours, plusieurs ministres se sont exprimés avec optimisme sur l'issue de la crise. Aujourd'hui, le gouvernement veut faire entendre une seule voix, tant que les 2 otages ne seront pas aux mains des autorités françaises. L'attente toujours à Bagdad, où nous vous retrouvons, Bertrand Koch, avec aujourd'hui un nouveau soutien aux otages français. Comment doit-on l'interpréter ? Eh bien, on peut toujours considérer que la France continue d'élargir le cercle de ses amis. Aujourd'hui, effectivement, dans leurs efforts pour faire libérer les otages, les autorités françaises ont reçu le renfort de l'un des chefs religieux les plus extrémistes de la nébuleuse islamiste en Irak, Cheikh Mehdi al-Soumaïdaï. L'imam salafiste a convoqué la presse dans sa mosquée cet après-midi pour lancer une fatwa exigeant la libération immédiate des 2 journalistes français, arguant des bonnes dispositions de la France vis-à-vis de l'Irak et des Arabes en général, et de l'excellent travail réalisé par la presse française pour dénoncer, je le cite, les crimes des Américains en Irak. Et puis, par ailleurs, le cheikh salafiste a accusé ces mêmes Américains de retarder la libération de nos otages par leurs opérations militaires. Alors, me direz-vous, rien de bien nouveau, c'est à peu près, grosso modo, ce que disent depuis quelques jours les oulémas, le comité des oulémas sunnites, qui sont les grands rivaux des salafistes sur la scène islamique. Et c'est vrai que c'est à peu près la même rhétorique. Les enlèvements ne sont pas condamnés en tant que tels, mais celui-ci est jugé inopportun, contraire aux intérêts de l'islam et des musulmans. Par conséquent, il faut se dépêcher de libérer les 2 Français. La différence, c'est que les salafistes sont encore plus radicaux que les oulémas, qu'ils sont donc susceptibles d'avoir un petit peu plus l'oreille des ravisseurs et puis en principe une fatwa à force de loi. Merci Bertrand Koch. En France, une enfant de 3 ans enlevée à l'aéroport de Roissy a été retrouvée 24 heures après. C'est une femme en mal d'enfant qui l'avait kidnappée. Un dénouement heureux et rapide grâce à la mobilisation des forces de police. Paul de Genève, Anne-Sophie Chaumier-Lecomte. La douce quiétude d'un sommeil d'enfant. La petite Arbessa, 3 ans, s'abandonne dans les bras de sa mère. Pourtant, cette famille d'origine kosovare vient de vivre un cauchemar. Vendredi soir, de retour de vacances, la fillette disparaît dans la foule de l'aéroport de Roissy, alors qu'ils attendaient leur bagage. Quand je suis rentré, je dis à ma femme, il est où Arbessa? Elle me dit, il est là, à côté de moi, derrière. Non, il n'était plus. L'alerte est donnée très rapidement. Un portrait d'Arbessa est diffusé. L'aérogare est fouillé de fond en comble. Un chien policier perdra même la trace de l'enfant sur le trottoir. Les recherches ne donneront rien. Jusqu'au coup de téléphone la nuit dernière d'un homme. Il habite le 20e arrondissement de Paris. Sa voisine est sur son palier, avec une fillette dans une poussette. Je la vois avec un bébé là, je dis à ma femme, attends, j'ai vu un bébé.
On me dit, est-ce que c'est pas une poupée ou quoi? Je dis non, c'est un bébé. Alors on sort, on voit le bébé, on se dit non, c'est pas possible, c'est pas son bébé, il faut faire quelque chose. On a appelé la police. La femme est déjà connue des services sociaux et de la police pour avoir abandonné son propre enfant. Elle est déséquilibrée et en pleine crise. Elle sera placée d'office dans une unité psychiatrique. L'enfant est quant à lui récupéré par la brigade des mineurs pour être identifié. Elle a été amenée ici, mais on l'a appelée par son prénom. Et lorsqu'on l'a appelée par son prénom, elle a réagi positivement en nous disant oui. La famille Courage est prévenue à 3 h du matin. Épuisée, choquée, Arbessa est par bonheur saine et sauve. Nouvelle manifestation contre les OGM. Dans le Gers, en tête de cortège, José Bové, accompagné de quelques centaines d'activistes, décidé à faucher un champ de maïs transgénique. Des incidents ont éclaté, plusieurs interpellations, dont celle de José Bové. Reportage Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Emmenés par José Bové, les faucheurs d'OGM ne sont pas allés loin. Le champ de maïs transgénique était bien gardé. Coup de bâton, grenade lacrymogène. José Bové et plusieurs faucheurs volontaires interpellés. La réponse des autorités à ceux qui prônent la désobéissance civile est très claire. J'ai honte de vivre dans ce pays où quand on ose s'opposer à des intérêts financiers, on se fait tirer dessus comme un vulgaire lapin. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire une guerre défensive en quelque sorte, est totalement inacceptable. 2 blessés dans chaque camp au terme d'une action qui se voulait pacifique dans un département, le Gers, pas choisi au hasard. De nombreux élus se sont prononcés contre les essais en plein champ et le président du Conseil général tente d'obtenir un nombre suffisant de signatures pour organiser un référendum. Pour sortir de ce bras de fer, lorsqu'on a un gouvernement qui dit vouloir promouvoir le principe de précaution et la démocratie participative, eh bien c'est d'aller consulter librement les citoyens du Gers. Alternative aux faucheurs, ce département tente la voie légale en espérant que ça servira. Car comme ici, à Vic-Fezensac, les maires ont beau refuser les expérimentations, on ne tient pas compte de leur avis. Vous avez le sentiment que ça se fait sans la population pour l'instant? Ça se fait sans la population, oui, bien sûr. Les élus en ont assez de ces champs chers à garder. Ils réclament une vraie consultation, un débat public. Quand on reparle du service minimum dans les transports, le débat est récurrent. Il sera d'actualité cette semaine. Gilles de Robien engage une série de rendez-vous avec les partenaires sociaux. François Bonnonnet. Des trains à quai, des milliers de passagers bloqués, c'est justement le genre de situation que veut éviter à l'avenir Gilles de Robien. Durant tout le mois de septembre, donc, le ministre recevra dans son bureau du boulevard Saint-Germain une quinzaine de syndicalistes et de patrons du secteur des transports. Objectif, instaurer un service minimum. Même si depuis un an déjà, depuis que le sujet est de nouveau à l'ordre du jour, la formule est taboue, le ministre préfère en parler de service public garanti. Je suis surtout favorable à la qualité du service public dans les transports de voyageurs. Et la qualité de service public peut être tout à fait compatible avec le droit de grève. Les syndicats, eux, sont persuadés du contraire. Et avant l'été, la pression est montée d'un cran lorsqu'un rapport d'experts a préconisé d'obliger les grévistes à se signaler 2 jours avant le conflit. Le droit de grève est un droit constitutionnel, mais c'est aussi une liberté individuelle. Donc de devoir signaler 48 heures avant le fait qu'il va être en grève, ça peut être un moyen de pression sur les salariés, sur les agents du service public. À partir de là, c'est pas acceptable. C'est pourtant sur la base de ce rapport que Gilles de Robien entend mener ses entretiens, mais avec grande prudence. Pour ne pas risquer l'affrontement, aucun calendrier n'est fixé et l'idée d'inscrire le service minimum dans la loi ne semble plus d'actualité. L'université d'été de l'UMP se termine sur un mot d'ordre, le rassemblement et une photo de famille. L'entente cordiale, celle de Jean-Pierre Raffarin et de Nicolas Sarkozy, côte à côte pour appuyer l'image de l'unité. Michael Darmon, Mathieu Birden. Pas une seule fois cité. Jean-Pierre Raffarin était hier le grand absent du discours de Nicolas Sarkozy. À Avoria, le chef du gouvernement n'est pas venu faire allégeance au futur président de l'UMP et lui non plus n'a pas cité le nom de Sarkozy. Le moment est venu de poursuivre une action pour le développement de notre pays, pour le bonheur des Français, pour construire cette UMP porteuse de victoire et porteuse d'espoir. Comme vous l'a dit hier, mon candidat préféré. Et le chef du gouvernement a tracé la ligne rouge, même libre, même indocile, l'UMP devra soutenir le gouvernement. Cet équilibre, comme tu l'as dit hier,
s'appuie sur le principe de loyauté. Avoria, ou le lieu du triomphe de Nicolas Sarkozy. Quelques heures plus tôt, dans son discours transmis le matin même à Jacques Chirac, il posait les conditions de son soutien au gouvernement. Ce soutien, il doit être celui de l'adhésion et non celui de la contrainte, de l'habitude ou de la discipline. À Avoria, les sarkozystes ont mis en scène leur prise de contrôle de l'UMP. Cette rencontre au sommet de la droite entre Brice Hortefeux, le lieutenant de Sarkozy, et François Baroin, le proche de Jacques Chirac, veut le dire. Dès les prochains jours, les hommes de Nicolas Sarkozy vont s'installer au siège de l'UMP pour préparer le congrès de leur victoire fin novembre. La candidature de Nicolas Sarkozy à l'UMP a été commentée par Ségolène Royal, invitée de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. La présidente socialiste de la région Poitou-Charentes estime que le gouvernement et Jacques Chirac se sont trop préoccupés de la succession d'Alain Juppé. Par ailleurs, elle critique sévèrement l'action du gouvernement. Nous l'écoutons. Lorsque l'on réduit les dépenses éducatives, lorsque l'on réduit les dépenses de santé, lorsque l'on réduit les dépenses de logement social, je pense que l'on touche de façon très grave aux conditions de vie des familles dans notre pays. Lorsqu'on ne revalorise pas les allocations familiales, lorsqu'on ne revalorise pas l'allocation de rentrée scolaire, on touche gravement au pouvoir d'achat des familles. Et un gouvernement qui fait ça, un gouvernement qui a supprimé 50 000 emplois jeunes dans les établissements scolaires, un gouvernement qui diminue le nombre d'adultes qui encadrent les élèves qui sont en difficulté scolaire, je pense que c'est un gouvernement qui fait mal à la France. En Corse, après une première tentative ratée il y a une semaine, une explosion a détruit une entrée annexe du rectorat de l'académie à Ajaccio. Un attentat qui a eu lieu au milieu de la nuit. À la fin du mois d'août, rappelons qu'une quinzaine de jeunes nouveaux profs fraîchement diplômés refusaient d'être affectés hors de l'île et ont manifesté tous les jours devant le rectorat. Demain lundi, c'est la première vraie semaine de rentrée. À côté du stress des élèves, il y a celui des profs et en particulier celui des nouveaux. C'est leur première classe, ils sont stagiaires, ils auront une année pour obtenir leur titularisation. L'exemple de ce prof dans un lycée à Vannes, il a 24 ans, il est agrégé, il a presque l'âge de ses élèves. Romuald Bonan, Michel Hiver. Je m'appelle Monsieur Guigné et donc je serai votre professeur de SVT. Les présentations, l'appel ou encore la vérification des emplois du temps, bref, un jour de rentrée scolaire classique. Sauf pour Sébastien Guigné, car à 24 ans, cet agrégé de sciences dispense son tout premier cours devant ses tout premiers élèves et sous le regard critique de sa tutrice. Alors forcément, il faut trouver son style. Vous êtes d'accord ? En tout, 2 classes de seconde à gérer, soit 6 heures de cours hebdomadaires à assurer, auxquelles s'ajoutent les 2 jours par semaine à l'Institut des Maîtres pour achever sa formation. Pour lui, même s'il s'agit d'une année de professorat stagiaire, ce sont les premiers pas dans la carrière d'enseignant. Bilan de ces 2 premières heures ? Un grand soulagement, finalement, un moment un peu tendu à passer, mais qui s'est relativement bien passé. Les élèves sont très agréables, et puis c'est que le début. Son premier cours à peine achevé, le professeur redevient l'élève, direction la salle des profs de biologie pour un débriefing avec sa tutrice. C'est un bon début, hein. Faut pas t'en faire, hein. Ça devrait bien aller. Une collègue plus expérimentée qui sera présente en classe à certains moments de l'année, autant pour l'aider que pour le rassurer. Finalement, je vais faire émerger des éléments qui n'ont pas été pendant le cours, et puis on va essayer de trouver pourquoi. Donc moi, mon but, c'est qu'il réussisse à trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et s'il a trouvé ça, c'est qu'il saura comment faire par la suite. Pour ce fils d'institutrice et de professeur de chimie, s'engager dans la filière de l'enseignement était presque une évidence. Un sacerdoce qu'il embrasse à peine, mais qu'il défend déjà avec conviction. À travers 18h, 20h devant les élèves, c'est quasiment, et notamment au début de sa carrière, le double pour préparer réellement les cours. Dès l'an prochain, ce jeune enseignant breton vivra une autre première expérience. Être prof à part entière et probablement dans l'une des académies très formatrices de la région parisienne. Aux États-Unis, le cyclone Frances a fait ses premiers ravages et se déplace. Il a perdu de sa puissance, mais ces pluies diluviennes poussées par des vents très violents font craindre des inondations. Gros dégâts en Floride, près de 2 millions de foyers sont privés d'électricité. Géraldine Dalban-Morenas. Ici, le clocher de l'église n'a pas résisté. Là,
c'est une maison qui part en lambeaux et un peu plus loin, une station-service qu'il faudra reconstruire. Et pour cause, des vents de 200 km/h balaient la Floride, à tel point que les palmiers plient comme de simples roseaux. Évidemment, le cyclone ne vient jamais seul. Dans son sillage, des pluies torrentielles inondent des quartiers déjà privés d'électricité. Les derniers chiffres en notre possession font état de près de 2 millions de foyers déjà privés d'électricité. Et dans un foyer, bien sûr, on trouve généralement plusieurs personnes. En tout cas, avec cette tempête, les pannes devraient se multiplier. La région est sous couvre-feu, histoire de prévenir d'éventuels pillages. Et de Washington, George Bush déclare la zone en état de catastrophe naturelle. Cela permettra de dégager des fonds du gouvernement fédéral pour aider les victimes d'un cyclone qui menace maintenant l'intérieur des terres. Je vous propose maintenant de partir en Moselle, dans un de ces villages déjà sinistrés par la fermeture des mines de fer dans les années 80. Toute une rue de Fontoy est menacée d'expropriation. L'État ne veut plus payer l'entretien des anciennes galeries. Marion Pilas, Rémi Poissonnier. Dans 1 an et demi, cette rue n'existera plus. Ses habitants sont installés depuis un siècle au-dessus des anciennes mines de fer. Aujourd'hui, les galeries menacent de s'effondrer. Cette maison, ça fait combien de temps au total que vous y vivez? 40 ans. 40 ans. Comme Gino Pogère, une quarantaine d'habitants de Fontoy devront faire leur bagage. Si nos parents le savaient, hein, ils se retourneraient dans la tempe. Hein. Ils sont tous mineurs ou veuves de mineurs. Toute une vie passée ici qu'ils ne veulent pas finir ailleurs. Toujours en train de penser à ce qui va nous arriver. Mettez-vous à mon âge, sortir, quitter sa maison pour aller dans quoi? Voici la zone résidentielle de Fontoy. Et voilà le réseau de galeries en sous-sol. Un gruyère qui menace de s'effondrer à tout moment. Les mines ont fermé dans les années 80. Depuis, c'est l'État qui les entretient. Mais cela coûte trop cher. Alors le financement s'arrêtera à la fin 2005. Cela signifie l'effondrement certain du terrain. Alors, pourquoi ne pas combler les galeries? Le comblement est une opération complexe, longue, il faut plus de 3 ans, très coûteuse. D'autant plus coûteuse que Fontoy n'est pas la seule ville menacée. Dans le bassin minier, 7 autres communes sont classées en zone d'affaissement. L'homme possède près de 300 animaux sauvages ou exotiques. Ce collectionneur d'un genre très particulier n'a reçu aucune des autorisations nécessaires. Par ailleurs, les pitons, cobras ou migales qui vivent chez lui ne sont pas sous une surveillance suffisante. La justice vient d'ordonner la confiscation de ces animaux. Anouk Burel, Virginie Nadeau. Ça fait bien longtemps que le chat n'attire plus les regards. Ici, c'est le python d'Indonésie que l'on cajole le dimanche après-midi. Ça change des chiens. On m'appelle que je suis marginal, alors je peux pas être comme tout le monde. Marginal et passionné. Chez Michel Deporter, le tour du propriétaire réserve bien des surprises. Alors ici, vous avez le caïman crocodilus, les geckos léopards. Alors, ce sont des geckos qui vivent en Afghanistan. Ce sont des Eublepharis macularius. Alors ici, vous avez l'iguana iguana, c'est l'iguane vert. Iguane, migale, scorpion, serpent, il possède 250 bêtes sauvages et exotiques à la maison. Une passion qui le dévore depuis plus de 10 ans. Je suis fier, puis j'aime tous les animaux, en particulier tout ce qui est exotique. J'aime tous les animaux en général, j'ai pas une préférence pour une seule bête. Problème, l'arche de Noé n'est pas du goût des défenseurs de la nature. L'élevage de Monsieur Deporter n'étant rien une arche de Noé, c'est un élevage illégal, totalement illégal, d'animaux sauvages et exotiques détenus sans autorisation. Le collectionneur n'est pas en règle, les cages ne sont pas aux normes. Le tribunal vient d'ordonner qu'on lui retire ses bêtes. Je lance un SOS, qu'on me laisse mes animaux, parce que j'aime mes animaux, et maintenant je réponds plus de moi, si on me prend mes bêtes, c'est toute ma vie qui s'en va. Michel Deporter a fait appel, mais déjà 4 refuges ont été sélectionnés pour accueillir les bêtes dans de meilleures conditions. Partons pour la Grande-Bretagne où une opération contre les beuveries du samedi soir est destinée à mettre sous contrôle toute une population de jeunes et d'adultes qui se retrouvent dans les pubs. Exemple à Brighton, l'une des zones pilotes pour ce test grandeur nature. Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Un samedi soir à Brighton, le spectacle est dans la rue. Ne vous fiez pas aux apparences, il fait 15 degrés à l'extérieur, mais pour certains, l'alcool ça réchauffe. Il est 21 h. Pour les faux comme pour les vrais policiers, la soirée ne fait que commencer.
L'alcool ne coûte rien, alors les jeunes sortent, boivent beaucoup plus et ils sont complètement sous. En termes moins policés, on appelle ça le binge drinking, la beuverie du samedi soir. Les abus d'alcool touchent de plus en plus les femmes. 40% des jeunes de 18 à 24 ans admettent boire jusqu'à l'ivresse, au moins une fois par mois. Les autorités ont donc décidé d'agir et de sévir contre cette culture éthylique. Inspection, fermeture d'établissements trop remuants, les patrons peuvent perdre leur licence. Je pense que si le gouvernement était plus souple sur les heures d'ouverture des établissements, comme c'est le cas ailleurs, on n'en serait pas là. Car les pubs ou discothèques ferment à la même heure, entre minuit et 2 h du matin. La bataille rangée contre l'alcool commence. Le spectacle est à nouveau dans la rue. Arrestation d'ivrognes, contravention de 60 € sur le champ. L'alcool est responsable de 70% des incidents le week-end et de 40% des crimes violents. C'est évident, le problème est énorme. Il faut donc prendre des mesures et intervenir plutôt que de l'ignorer et de prétendre que ça n'existe pas. Il est 4 h du matin, l'alcool coule encore à flot, mais dans le caniveau. Pour une dizaine d'individus, le dégrisement se fera derrière les barreaux. Et puis il y a ceux qui, pour cette fin de nuit, se contenteront d'amour, à défaut d'eau fraîche. Cet après-midi, Zinedine Zidane était au Parc des Princes, pas sur la pelouse, mais pour soutenir les plus jeunes lors de la dernière journée de la Coupe du Monde des Benjamins. Il déclenche toujours les passions. Nicolas Jay-Zindenberkus. Il ne joue plus avec l'équipe de France, mais partout où il passe, Zidane déchaîne les passions. Cet après-midi, dans les coulisses du Parc des Princes, les jeunes footballeurs n'avaient Dieu que pour lui. C'est le meilleur. Parce que c'est assez... Moi je suis content d'être là. Content d'être là, mais la consigne est claire, Zidane ne veut plus parler de l'équipe de France. Il préfère s'adresser aux jeunes joueurs de cette Coupe du Monde. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est justement... leur dire simplement qu'ils ont une chance inouïe, c'est de faire justement ça, de pouvoir jouer à leur âge une Coupe du Monde comme ça, c'est plutôt génial, donc c'est profiter. Numéro 10 de l'équipe de France, Maxime est peut-être l'héritier de Zidane. Le petit meneur de jeu regrette le départ de son idole. C'est tout faire, c'est dommage qu'il ait pris sa retraite. Sous les yeux de leur modèle, Maxime et les bébés bleus montrent aux Belges qu'ils ont de qui tenir. Eux aussi ont le sens du spectacle. 3e du tournoi, les Sud-Africains célèbrent leur but à leur façon. Autre manière d'afficher sa joie, en finale face aux Suisses, les Espagnols dédient leur victoire à la star du Real Madrid. C'est très spectaculaire, car gagner la Coupe du Monde devant une étoile comme Zidane, c'est génial pour nous. Champions du monde en herbe, les petits Espagnols ont désormais quelques années pour devenir à leur tour des vedettes du ballon rond. À l'occasion du festival du cinéma américain, Steven Spielberg est en France. Il était à Paris cet après-midi. Jacques Chirac lui a remis les insignes de la Légion d'honneur. Le président de la République a évoqué la liste de Schindler, l'un de vos films les plus personnels, a-t-il déclaré. Steven Spielberg a estimé pour sa part que la plus grande épidémie au monde était celle de la haine. À Deauville, l'actualité du jour, la projection qui commence à l'instant, celle du dernier film de Matt Damon, La mort dans la peau. L'acteur qui a fait le déplacement à Deauville pour l'occasion reprend son rôle d'espion amnésique. Matt Damon a un visage d'ange et une personnalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pascal Deschamps, Vincent Bouffartig. Rares sont les acteurs américains qui acceptent de quitter leur hôtel. Que Matt Damon sorte faire quelques pas sur les planches et en 2 minutes, c'est l'attroupement. L'occasion, posée devant son nom, peint sur une cabine de bain, une tradition 20 ans après les premiers, Bette Davis et Gregory Peck. Pas de footing sur la plage aujourd'hui? Malheureusement non, j'ai du boulot. Et pourtant, ça peut aussi faire partie du boulot. Sur la plage de Goa, en Inde, Matt Damon mouille le t-shirt dans la peau de Jason Bourne, cet espion amnésique que ses anciens employeurs de la CIA cherchent à éliminer. Tiré d'un roman de Robert Ludlum, le premier film avait fait un malheur, malgré les oiseaux du même nom qui prédisaient qu'avec sa bouille d'ado, Matt Damon ne serait pas crédible dans la peau d'un tueur. Berlin.
Auriez-vous oublié ce qui s'est passé à Berlin? Vous y avez tué 2 personnes, Bourne. Vous y avez tué 2 personnes. J'ai été le premier surpris, je ne me serais pas choisi pour le rôle. Généralement, plus le budget du film est important, moins le personnage est compliqué. Il y a tellement d'argent en jeu que les studios hollywoodiens ne veulent pas prendre le risque que les spectateurs soient perturbés et ne comprennent pas qui est le bon, qui est le méchant. Tu n'as jamais travaillé à Berlin auparavant? Premier job. Non, ton premier c'était Genève. Jason Bourne, un personnage trouble, ni blanc ni noir, auquel Matt Damon apporte sa propre complexité. Car la nouvelle coqueluche d'Hollywood, jeune scénariste oscarisé il y a 15 ans, ne cherche pas à plaire à tout le monde et ne mâche pas ses mots quand il s'agit de George Bush. Je suis en profond désaccord avec la façon dont il dirige mon pays. J'espère que nous aurons bientôt un nouveau président. Si Bush est réélu, je vais gagner des millions de dollars grâce à ces réductions d'impôts. Mais ce que je peux dire très simplement, c'est que je suis prêt à donner tout cet argent pour changer de président. Matt Damon, un faux gentil décidément très convaincant dans une suite très réussie, grâce à la mise en scène de Paul Greengrass, Ours d'or à Berlin il y a 2 ans. Dalida avait une vie de roman et une destinée hors du commun, une fin tragique, un immense talent, autant d'ingrédients qui ont inspiré le tournage d'un téléfilm sur la vie de la chanteuse, une série en 2 épisodes avec Christophe Lambert et Charles Berling, en tournage donc avant la diffusion au printemps prochain sur notre chaîne. Abdel Bostefa, Laurent Siron. Clap, clap. Une vie de diva de la variété à raconter. L'or dans les cheveux et tous les disques, du même métal, le noir sur les yeux et toutes les larmes qui vont avec. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Sabrina Ferilli, star de la télé italienne, dans la peau de Dalida. Pendant 2 épisodes, elle sera la chanteuse à tube, bien sûr, mais aussi l'amante maudite, la femme aux 3 grands amours, 3 échecs qui se solderont tous par des suicides. Elle n'avait pas le droit au bonheur. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est comme si la vie lui faisait payer sa réussite en tant que personnage public en lui disant « tu ne peux pas tout avoir ». Dans cette saga, la riche carrière de Dalida défile avec ses points d'orgue, comme cette première visite dans les bureaux d'Europe numéro 1. Si ça marche, on vous lancera comme la nouvelle vedette d'Europe numéro 1. Voilà. En attendant de travailler ces morceaux. Un accueil un peu froid, suivi d'un premier titre, puis de cette bombe, Bambino. Allez chanter avec moi. Bambino, bambino. Pour passer de la réalité à la fiction, un studio dans la banlieue de Sofia. Là, par exemple, vous voici dans la mansarde où Dalida a vécu à son arrivée en France. Ici, c'est son Égypte natale, reconstituée en Bulgarie. Ajouter une Dalida tantôt blonde, tantôt brune, et ça devient un casse-tête en termes de décor et de costumes. Elle ne garde pas la même maison pendant 30 ans. Elle change d'homme pendant 30 ans, donc elle change de vie pendant 30 ans. Et donc ce qui est difficile, c'est de faire un film d'époque, certes, mais qui est un film sur 3 époques en même temps. Un visage pour Dalida dans une fiction, c'est une première. L'an prochain, quand le téléfilm sera diffusé, cela fera 18 ans que Dalida nous a quittés. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Isabelle Martinet. 20h55, urgence. Minuit 10, le dernier journal, présenté par Laurence Piquet. Demain, le nouveau 13h, présenté par Christophe Ondelat. À 20h, vous retrouverez David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2.